Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est Peggy Jochel. Elle est coach professionnelle certifiée avec plusieurs cordes à son arc, dont la réalisation de nouveaux projets à venir. Elle nous en dit un peu plus. Salut Peggy! Salut, bonjour Mika. Je suis très contente de te recevoir sur Écho de l'actu. Nous avons passé tellement de temps côte à côte sur un petit peu d'autres émissions. Et là, aujourd'hui, nous allons parler, tu vas déjà nous parler de toi un petit peu et de Vicality beaucoup. Vicality, qui est ton bébé. Oui, presque 5 ans le bébé. Ouais. Presque 5 ans le bébé. Ouais, Donc, alors, ce n'est pas un bébé chien, ce n'est pas un bébé chat, ce n'est pas un bébé enfant, c'est un bébé, c'est ton entreprise. Exactement. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ton entreprise? Qu'est-ce que tu y fais? Eh bien, écoute, j'ai lancé en 2020, donc j'ai eu l'intuition juste avant la période Covid de lancer mon entreprise de formation et de coaching. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter au monde? Qu'est-ce que je sais faire de bien et que je peux apporter au monde? Et en réfléchissant, je me suis dit, mais moi j'aime bien parler, j'aime bien le relationnel, j'aime bien cette fameuse montée en compétences. Et je me suis dit, mais comment je pourrais le faire? C'est venu naturellement avec le coaching et avec la formation. D'accord. Et en 2020, j'ai lancé mon entreprise. J'ai créé tout de suite une entreprise, une SAS. Et je me suis dit, on y va franco. Je crois en mon projet, je me lance. Un matin, tu te réveilles, tu décides de ça. Tu travaillais à ce moment-là ou tu étais en période... Non, pas du tout. Alors, j'avais quitté mon entreprise déjà depuis presque 1 an et j'étais vraiment en réflexion parce que je m'étais dit, je quitte mon entreprise parce que ça me plaît pas. J'aime pas la politique, j'aime pas la direction, j'aime pas ce qu'on veut faire aux gens, aux salariés, et ça correspondait pas du tout à mes valeurs, le type de management. Oui. Et je me suis dit... Qu'est-ce que tu faisais à cette période-là comme métier? Alors j'avais créé, c'était une création de poste à l'époque, et j'avais créé un service client en fait pour un ascensoriste parisien. Et donc j'ai toujours travaillé en fait dans la relation client, dans la fidélisation client, dans tout ce qui est un peu marketing. Et c'est vrai que j'ai l'habitude moi dans les relationnel. Excuse-moi, c'était une société d'ascenseur, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ok. Donc, tu avais créé ce nouveau poste et tout ça. Et voilà, dans le marketing déjà quand même. Oui, dans tout ce qui est vraiment service client, fidélisation client, suivi. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup mon métier parce que c'est un métier de relation. C'est un métier où on va rassurer le client, c'est un métier où on va très transversal, on va travailler avec beaucoup de services différents dans l'entreprise, donc qui demandent des compétences relationnelles importantes. Oui, d'accord. Et moi, je les ai, donc je me suis dit, voilà, j'ai toujours été épanouie dans mes métiers. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement de direction dans ma dernière entreprise, donc, et avec une politique, pour moi, désastreuse en termes humains. Et je me reconnaissais pas, en fait, dans ce qu'on me demandait de faire au niveau de mes équipes. J'étais cadre, et je me reconnaissais pas. Et je me suis dit, mais c'est pas moi, je peux pas imposer ça à mes équipes alors que j'y crois pas. C'était pas ta première entreprise de... Non, absolument pas. Donc toi, tu as fait des études. Je sais que tu parles plusieurs langues. Oui. Hein? Combien? Oui. Alors, je parle couramment 3 langues. Oui. Donc, juste le français, l'anglais et l'espagnol. Et je peux comprendre un petit peu, quand même, je comprends un peu le portugais, l'italien. Et le créole, évidemment. Mais aussi je ne parle pas aussi bien que je le souhaiterais. Donc effectivement, moi, à la base, j'ai fait des études de droit. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça. Et j'ai changé un peu de direction pour faire ce qu'on appelle un MBA à l'époque, que j'ai fait en Espagne, à Madrid.
Et ensuite, je suis partie là-bas, et mon séjour qui devait durer une année, finalement s'est transformé en 5 années. Et donc j'ai commencé, voilà, j'ai commencé étudiante, et puis j'ai terminé, j'ai travaillé, j'ai trouvé un travail, et toujours pareil, en relation client aussi, et puis j'ai commencé à travailler en Espagne. Et donc ça a été vraiment une vie extraordinaire, avec une approche au niveau au niveau vie, au niveau qu'est-ce qui va être important, qui est complètement différente de ce qu'on a en France. À cette période-là, tu t'es complètement coupé de ta famille? Alors, je me suis coupée malgré moi, mais après, effectivement, on a quand même à l'époque les WhatsApp, Internet. Donc, j'avais invité évidemment tous mes amis à venir me rendre visite en Espagne. Donc, quand même, certaines personnes sont quand même venues. Donc, j'ai pas été complètement coupée, mais effectivement, le fait de vivre à l'étranger, j'étais la première personne de ma fratrie à vivre à l'étranger, pour le coup. Donc, ça a été aussi un coup dur pour ma famille, parce qu'effectivement, le fait de partir comme ça avec un aller simple, tout le monde n'a pas compris ma décision non plus. Donc ça a été un petit peu difficile, mais après j'ai vécu vraiment des années extraordinaires là-bas. Et quand ma famille est venue me rendre visite, mes sœurs et tout, finalement elles ont compris aussi ma décision, et ça s'est bien passé. Oui, vous êtes une famille guadeloupéenne? Oui. Et vous avez vécu, tu es né en France? Enfin, en France hexagonale? En France, exactement. Moi, je suis un pur produit parisien. Né à Paris, vécu à Paris. Alors, vraiment rien de... Mais la parisienne caribéenne, avec l'esprit caribéen, et panafricain quand même. Hein. Exactement, j'allais même dire afropéenne, si je veux reprendre un petit peu certaines expressions, je dirais même afropéenne, parce qu'effectivement, je me suis toujours très vite sentie connectée à l'Afrique. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu à l'étranger, c'est vrai que moi je me présentais, par exemple en Espagne, je me présentais en disant, on me disait, oui, tu viens d'où? Je suis parisienne. Ouais, mais t'es né où? Écoute, à Paris, mais tes parents sont nés où? Mais en Guadeloupe. Alors là, je me suis rendu compte que personne, en tout cas hors de France, ne connaissait les dom-toms, pour le coup à l'époque. Oui. En Guadeloupe ou la Martinique. Et donc j'expliquais, ce sont des départements d'outre-mer. Et on me retorquait, ah oui, des colonies françaises. Je dis, non, on n'est pas colonie, on est un département français. Mais pourquoi t'es noir? Et je dis, en fait, c'est parce que c'est par rapport à l'esclavage. Il y a eu une migration forcée d'Africains dans les Caraïbes. Et là, on me disait, alors, tu es africaine. Je dis, oui, en partie, mais et donc ça me faisait un peu bégayer, parce que je ne m'étais pas rendu compte de mon africanité, je dirais, ou de ma guadeloupéanité, si je peux appeler ça comme ça. Et je m'en suis rendu compte en voyageant, finalement, parce qu'on me retournait à chaque fois à ses origines, au niveau de l'Afrique, au niveau des Caraïbes. Oui, parce que les gens ne connaissent pas, en fait. Connaissent pas du tout. Non. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu cette envie, ce désir de faire partie d'associations, parce qu'aujourd'hui tu fais partie de l'association et tu organises des salons, beaucoup pour les enfants d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en Espagne, j'étais pas encore vraiment dans le milieu associatif. D'accord. C'est vrai qu'à Paris, j'avais eu une grosse période avec des associations pour les enfants, justement adolescents et tout ça, qui m'avait pris beaucoup de temps. J'avais été ça m'avait beaucoup fatiguée. Et c'est vrai que l'Espagne m'a permis de souffler un petit peu et de m'occuper aussi de moi. Et en fait, après l'Espagne, donc je m'étais vraiment beaucoup intégrée. J'ai parlé l'espagnol très vite. Et j'ai commencé aussi à parler anglais avec un accent espagnol. Pour te montrer un peu l'intégration dans laquelle j'étais. On me disait, ouais, tu viens d'où? I am French. Quoi? C'était parce que t'es vraiment française. Alors, on me croyait pas, pour le coup. Et donc, j'ai décidé de partir après en Angleterre. Oui. Et pour vraiment améliorer mon anglais, reprendre mon accent en français quand même, et pour pouvoir continuer ma vie aussi professionnelle. Et donc je suis partie en Angleterre aussi pendant 3 ans, et pareil, c'était une très belle expérience également, toujours en relation client aussi. Et donc là avec une dimension internationale que j'avais aussi un petit peu en Espagne aussi à la fin. Et puis après l'Angleterre, j'ai senti que j'avais fait le tour. J'avais envie de rentrer en France, de me poser un petit peu.
Oui, puis de me dire, on peut dire que tu avais fait un tour quand même autant en étudiante en Espagne et tu as touché aussi au milieu professionnel. c'est ça. Oui, Donc, parce que souvent les vraiment, personnes font leurs études et s'en vont après, tandis que là, toi, tu étais resté en Espagne, donc tu as aussi du coup l'expérience professionnelle européenne en partie. exactement, Mm. exactement, avec l'Espagne et avec l'Angleterre. Oui, oui. Et donc voilà, donc j'avais une vision quand même réaliste de la situation, même au Mhm. niveau de salaire, au niveau possibilité d'évolution. Et après, j'ai compris aussi que voilà, je voulais se retourner auprès des miens et puis construire aussi des projets euh, en France. D'accord. Et donc il y a presque 10 ans là maintenant, je suis rentrée. Mhm. J'avais de dire, c'était en 2015, donc ouais, ça fait bientôt 10 ans que je suis rentrée en France. Et effectivement, pareil, j'ai été recontactée encore par un chasseur de tête, toujours pareil en relation client, donc dans le métier dont je vous parlais, Mhm. et puis voilà, donc c'était une bonne expérience. En fait, je pense qu'au niveau salariat, j'ai vraiment fait le tour. J'ai eu plusieurs types de management. Mhm. Et puis j'ai compris aussi les attentes de certains salariés, les attentes de certaines ressources humaines. Et pour revenir à la création, à la genèse de Vicality, Oui, c'est ça. eh bien, c'est vrai que je me suis dit, j'ai des réponses en fait aux différentes questions qu'on peut poser. Mhm. Et même si je prends aussi le temps pour ma vie associative, je me suis dit, il y a aussi quand même un petit temps à faire pour cette partie professionnelle, pour vraiment marquer un peu la différence. Alors, qu'est-ce que tu proposes exactement avec Vicality? Alors aujourd'hui sur Vicality, on est sur une approche qui va être déjà ludique. C'est vrai qu'au niveau de la formation en entreprise, la formation a très mauvaise presse aujourd'hui en entreprise. Et quand on parle de faire une journée en formation, tout le monde lève les yeux au ciel, tout le monde est déjà démotivé avant même de commencer la journée de formation, parce qu'il y a eu pendant une grande période n'importe quoi qui a été fait. Oui. Il y a eu beaucoup d'abus, des personnes qui faisaient des formations en lisant les slides, c'était complètement indigeste. Et donc il y a une mauvaise réputation aujourd'hui sur la formation. Moi, ce que je propose, c'est vraiment déjà une approche qui va être personnalisée. Mhm. Va vraiment prendre en considération l'historique de l'entreprise dans laquelle j'interviens. Je vais vraiment customiser mes exemples. Et surtout, je vais apporter une approche, comme je le disais tout à l'heure, qui va être ludique. Je pratique ce qu'on appelle la ludopédagogie, où je pars du principe que si on apprend et qu'on apprend en s'amusant, on va apprendre mieux. Et ça va plus s'imprégner, je dirais. Donc, on va inclure dans mes sessions de formation donc le jeu à travers le théâtre d'improvisation, à travers des casse-têtes, à travers des puzzles. Donc, ça va être très, très ludique. Il y a des mises en situation. Tout à fait, toujours, Oui. toujours. Et est-ce que tu travailles toujours avec le même genre d'entreprise ou tu peux travailler avec toutes sortes d'entreprises? Je pense que tu as mis une méthode en place ou pas? Oui, j'ai ma méthode, mais effectivement, aujourd'hui, ma méthode, elle s'applique à toutes les entreprises. Oui. Je peux travailler pour une petite PME, comme une PME, comme un grand groupe. C'est très versatile comme approche. Donc oui, je peux vraiment travailler avec tout le monde et je peux même aussi l'adapter avec les particuliers. Si j'ai des personnes qui sont auto-entrepreneurs, par exemple, qui veulent se former, je peux également ajuster les formations que je propose. Alors ça, les formations, donc dans quel style, je sais pas, la formation, on va dire administrative, au niveau je sais pas, regrouper son administration. Alors, au niveau des formations, on est vraiment ce qu'on appelle sur la montée en compétences, on appelle les soft skills, donc les savoir-être. Donc, on va plutôt travailler toute la notion de communication, la notion de management, la notion de vente. Oui, d'accord. Exemple. Où là, on va vraiment optimiser un petit peu et avoir des outils et des méthodes pratiques pour vraiment performer. D'accord. On est vraiment sur une notion de performance et d'avoir des résultats très vite. Mm-hmm. Mais c'est aussi un système on utilisait souvent, on a vu à une période, maintenant cette entreprise n'existe plus, mais c'était quelque chose qui était souvent utilisé dans la vente à domicile. Oui, par exemple. Ouais, ça. Mais maintenant, on est ce qu'on a adapté aux entreprises.
C'est ça, c'est ça. Mais après, maintenant, on veut un peu humaniser le process aussi. Et puis, on se rend compte aussi que les gens ont des besoins différents. On peut plus avoir les mêmes leviers de pression qu'avant. Et qu'il faut aussi quand même un tout petit peu respecter aussi. La vente forcée, ça marche plus. Donc, voilà, ça devient de l'arnaque. Donc, on veut plus ça. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je parlais de la vente au particulier, parce qu'on a ramené ce système-là dans les entreprises. C'est ça, c'est ça. Mais après, voilà. Mais mais après, moi, ce que je veux aussi, c'est garder vraiment cet aspect humain. Je pense que quand on fait des formations, c'est bien d'avoir on parle beaucoup de des méthodes américaines et tout ça. Et moi, je veux bien dire qu'au niveau de la méthode Vitality, c'est une méthode d'abord humaine. On est d'abord sur le terrain, on est en humain. On n'est pas là pour forcer une vente ou pour faire acheter à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas besoin. Et puis, il me semble qu'il n'y a pas que la vente. Comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi le savoir-être, et aussi tu apportes un petit peu une notion de comment on peut aller chercher au fond de soi ce qu'on a envie de dire aux gens, de donner. Ça, c'est un petit peu par les formations avec le yoga. Il me semble que tu amènes du yoga. Tout à fait, ouais. En fait, j'inclus tout ce que je sais faire. Finalement, j'essaie de le mettre aussi dans mes formations avec le coaching, le yoga. On va travailler la respiration, la détente, tout ce qui va être gestion du stress. Donc, finalement, tout est un petit peu lié. Et aujourd'hui, pour pouvoir un peu passer l'étape supérieure au niveau de Vitality, je me suis dit, quelle action je pourrais mettre en place qui me permettrait de réunir justement tout ce que je fais. Entre cette partie de gestion du stress, cette partie comportementale, cette partie vente, cette partie cohésion d'équipe, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et finalement, là, il y a quelques mois, là, j'ai eu une idée que je suis en train de développer pour justement réunir toutes ces prérogatives entre guillemets, et j'ai pensé à créer et mettre en place des séminaires de formation pour les particuliers et pour les entreprises, et avec une particularité, c'est de les faire justement à l'étranger. D'accord. Et finalement, je me suis dit, quand j'ai vécu à l'étranger, j'ai appris énormément avec les gens locaux, avec la culture sur place. Et c'est pas la même chose. Si je te dis manger une paella à Paris et la manger à Madrid, ça n'aura pas le même goût. Tu vas voir un concert, tu vas faire une soirée bélée en Martinique, t'en fais une à Paris, ok, mais ça sera pas pareil. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté authentique qui était important pour moi, et je me suis dit, pour pouvoir allier tout, effectivement, ce séminaire, cet atelier comme ça de formation internationale a du sens, et ça me permettrait effectivement de proposer une solution complète. Tu vas nous en parler un petit peu, mais avant, je souhaiterais qu'on fasse un petit tour sur quelque chose qui a été, je dis quelque chose, quelque chose. Je le réduis, mais c'est pas vrai. C'est une vraie grosse idée et un gros potentiel. C'est qu'avec une petite équipe, enfin une collaboratrice surtout, vous avez créé un magazine. Oui, alors ça fait partie aussi de mes activités cachées. Moi, je suis, comme tu l'as remarqué, je suis quelqu'un de un peu caméléon. J'ai beaucoup de casquettes, je fais beaucoup de choses, mais j'aime ça en fait. J'ai besoin de ça aussi pour m'épanouir. Et j'ai une amie, Gézaël, avec que j'aime beaucoup d'ailleurs, une petite dédicace à cette personne que j'aime énormément, et qui m'a proposé l'année dernière une idée en me disant, j'ai une idée un peu folle là depuis quelques temps que j'ai en tête. Je voudrais mettre en place un magazine qui met en avant les talents de nos territoires ultramarins, et je sais pas comment faire, je sais pas recommencer. J'ai l'idée en tête, mais j'arrive pas à structurer mon truc. Et je lui ai dit, écoute Géza, moi je suis avec toi. On va faire les choses, on va voir les interviews, on va se renseigner, on va aller sur Canva, on va aller sur Internet, on va mettre en place les choses. Et donc, ce que j'ai fait avec elle, finalement, c'est ce que je fais avec mes coachés, c'est ce que je fais avec les ressources humaines de mes entreprises. J'ai fait un peu comme un accompagnement, un peu plus, et j'ai dit, voilà, on se lance. On y va, vraiment, n'hésitons pas. Allons-y. Voilà, ce magazine, donc, il est bimensuel, bimestriel?
Alors, c'est un magazine trimestriel qui s'appelle Talent Mon Pays, qu'on retrouve, on a une page sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et effectivement, c'est un magazine qui reprend en fait à chaque fois une quinzaine d'interviews de personnes un petit peu triées sur le volet. Alors, pas forcément des personnes connues, mais notre politique pour ce magazine, c'est de mettre en avant des talents justement méconnus de la Caraïbe, pour l'instant, en tout cas dans un premier temps. Oui, et d'inspirer un petit peu nos lecteurs et montrer que dans la Caraïbe, on n'a pas seulement des chanteurs et des sportifs. On a aussi des scientifiques, des chefs d'entreprise. Même si vous faites quand même des interviews de sportifs, Tout à fait. Ça fait partie de nos cultures aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'était important pour nous de montrer aussi une autre facette de la Caraïbe. Parce qu'effectivement, on a ce petit côté très touristique, très un peu idyllique, bucolique de la Caraïbe, où on s'amuse, on fait la fête, c'est très bien. Mais on oublie aussi qu'on a une partie très professionnelle et avec des gens qui font des actions formidables, vraiment. C'est extraordinaire ce qu'on a sur le terrain. Et c'est vrai que ces personnes-là n'ont pas forcément de visibilité. D'accord. On a notre premier tête de fiche, Thomas Plocost. C'est un scientifique. Et qui a gagné prix d'excellence outre-mer, qui travaille aux États-Unis, au Canada, qui fait le tour du monde, qui travaille vraiment sur les sujets écologiques et tout ça. En France, on n'en parle absolument pas. Il n'est pas connu, alors qu'il est très connu aux États-Unis ou au Canada. C'est ça. Oui. Et justement, c'est aussi montrer, mais ça c'est un petit peu ton côté globetrotter, c'est aussi de montrer que ailleurs il y a des gens qui font des choses. C'est ça, et que finalement on a aussi un impact au niveau presque international, parce qu'en fait effectivement on se rend même pas compte qu'on a un impact, qu'on fait des choses. Oui. On se rend même pas compte. Et qu'il y a une différence aujourd'hui avec le progrès. Hein. Quand il y a quelques années, tu disais que tu arrivais en Espagne et qu'on te posait la question, on savait même pas où était la Guadeloupe. Et maintenant, de plus en plus, les gens, vu notre appartenance à l'Europe, il faut pas oublier, les gens connaissent de plus en plus et on le voit, puisque on a de plus en plus d'immigration dans les îles. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'il y a, et on s'est dit, on va apporter aussi notre pierre à l'édifice, justement pour montrer qu'au niveau des Caraïbes, on peut aussi être un territoire d'influence aussi, ou d'inspiration, et qu'on peut vraiment aussi apporter, et pas seulement juste recevoir. Alors certains vont croire qu'on reçoit des aides. Oui. Que tout le monde attend la bouche ouverte le RSA, mais pas du tout, et qu'on a vraiment des acteurs aujourd'hui au niveau de la Caraïbe qui font la différence. Bien sûr, et qui savent introduire des choses aussi d'ailleurs aux îles. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour moi, en fait, c'était important effectivement de faire partie de ce projet parce que il a du sens et il est nécessaire aujourd'hui. On a beaucoup de micro-actions qui sont faites pour promouvoir la Caraïbe, que ce soit au niveau culinaire, au niveau touristique et tout ça. Mais et je me dis, il en faut encore plus. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et là, c'est là, c'est on va dire la Caraïbe francophone. Et puis, c'est notre nouveau monde à nous. C'est ça, c'est ça. Et puis, de toute façon, je me dis aussi que il faut accepter aussi cette notion aussi de vision différente. Je pense que si nous, on ne donne pas les mots-clés et la manière dont on veut être perçu, effectivement, les autres ne vont pas forcément être aller au bon endroit non plus. Si nous, on donne pas aussi la sauce à laquelle on veut être mangé, ça sera jamais bon, quoi. Oui, et on veut pas être mangé à la sauce chien. Qui est une sauce, une spécialité de chez nous. De Guadeloupe. Mais oui, mais bon, alors c'est bon aussi. Mais voilà, on veut quand même. On veut qu'il y ait un peu de sel, qu'il y ait un peu de ça. On veut un peu de tout, mais on veut quelque chose de positif. Exactement. Et on veut une approche positive. Voilà. Et c'est aujourd'hui. Justement, dans cet esprit de la positivité, on va reparler. En fait, on se rend compte qu'aussi aujourd'hui pour ça, pour parler de ce projet que tu viens de mettre en place,
voilà, donc explique-nous un petit peu comment ça se passe. Il y a un premier voyage qui est créé. Oui, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de lancer à partir donc de début d'année, le premier trimestre, un premier voyage donc en Afrique. Oui. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, voilà, comment on crée des ponts aussi entre les Caraïbes et l'Afrique. On sait qu'il y a des ponts, hein, évidemment. Donc maintenant, il faut les cultiver, il faut les créer. Et l'idée, c'est de lancer ce premier voyage pour un échange, je dirais, de bons procédés. Le thème n'est pas encore complètement défini, mais l'idée, c'est vraiment de créer un pont et de pouvoir travailler avec les gens qui sont sur place et travailler avec les gens qui sont en Guadeloupe, en Martinique et en France. Donc, on refaire un peu ce fameux commerce triangulaire, mais dans l'autre sens. C'est ce que je dis à chaque fois. Il faut qu'on le transforme, ce triangle. C'est ça. On le transforme et on montre aussi que voilà, on peut s'approprier les choses. Concrètement, là, tu proposes. Il y aura à peu près combien de personnes pour ce voyage? Alors, pour ce premier voyage, je souhaiterais qu'on soit entre 8 et 10 personnes maximum. Parce qu'effectivement, pour moi, ça a du sens de pouvoir prendre le temps aussi, quand on est dans la formation, de pouvoir former réellement les gens. Et c'est pas seulement juste partir en voyage et puis profiter du beau temps. C'est vraiment être dans une dynamique d'apprentissage. Et d'échanges, de bons procédés, d'échanges culturels pour progresser. Donc, c'est d'abord avoir une équipe, je dirais, de taille humaine, donc à 8 à 10 personnes qui partiraient pour échanger, pour apprendre sur le continent. Alors, apprendre avec... est-ce que ces personnes peuvent être de toutes sortes de milieux professionnels? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, l'idée, effectivement, au niveau de l'apprentissage, alors ça va dépendre effectivement du thème qui va être validé. Mais si on est dans un thème, je dirais un peu marketing ou un peu, je dirais management ou même artistique, eh bien, effectivement, l'idée, c'est d'avoir aussi cette ouverture d'esprit. Et pour se dire que voilà, on apprend aussi avec d'autres, et c'est pas forcément l'Europe ou l'Occident qui est là pour enseigner à l'Afrique ou à d'autres continents, mais c'est aussi un travail, je dirais, bilatéral où tout le monde apprend de tout le monde. C'est un voyage qui va durer combien de temps? J'ai planifié sur 11 jours. 11 jours. Ah, ouais. Pourquoi le 11e jour? 11, parce que 11, j'aime bien 11. J'aime bien 11 jours, peut-être 12 éventuellement avec l'avion, mais 11 jours parce que c'est suffisamment court, suffisamment long pour pouvoir vraiment être dépaysé et suffisamment court pour ne pas être trop fatigué à la fin. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir alterner les parties un peu de formation et les parties un peu échange ou la partie un peu touristique. Oui, la partie rencontre d'un pays. C'est ça. Et comme j'ai déjà l'expérience, voilà, j'avais co-organisé un séjour de yoga africain au Sénégal et qu'on avait fait d'ailleurs en Guadeloupe et en Martinique également. Et ben effectivement, fort de cette expérience-là, de ces 3 expériences, je me suis rendu compte effectivement que le groupe doit être 10, c'est bien. Oui. De plus, ça fait, on n'a pas de temps pour chaque personne. Et surtout, ce qui va être aussi important, c'est les activités en fait sur place. C'est vraiment favoriser l'échange pour que les gens aient vraiment une connexion. C'est ma question. Est-ce que tu es déjà en contact avec des entreprises là-bas? Évidemment. Je pars très souvent en Afrique et c'est vrai que j'ai noué des contacts très très solides aujourd'hui sur place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pareil, ce que j'ai envie, c'est de mettre à profit toutes ces années de rencontres, de conversations, de forums, de journées, d'événements où j'ai rencontré énormément de monde et je me suis dit là, c'est l'occasion maintenant de faire appel à tout le monde, de faire travailler tout le monde, et puis d'avancer là où on a dit qu'on irait. Là, c'est l'occasion maintenant, c'est l'occasion qui fait de l'avant. Alors, le premier voyage, la destination, c'est où? Alors, ce sera le Congo. Le Congo. D'accord, ok. Alors le thème, qu'on est en train de le peaufiner, j'en parlerai justement, je donnerai plus d'informations dans les semaines qui viennent, mais le premier voyage, ce sera le Congo. Congo. Et Congo-Brazzaville. Où pouvons-nous nous renseigner?
Alors, sur mon site internet, sur vitality.com, Vitality, donc vikality.com, vous avez toutes les formations qui sont proposées. J'ai commencé à mettre justement sur le site les formations internationales. Elles sont déjà ouvertes plus ou moins aux préinscriptions. Oui. Donc c'est pour les préinscriptions, il n'y a pas de sans engagement évidemment, hein, c'est simplement pour faire montrer, je dirais, une marque d'intérêt. Et puis effectivement les personnes qui voudront aller plus loin, qui seront intéressées, seront recontactées par la suite, et pour qu'on puisse voir les détails et puis les conditions. Puis même des renseignements supplémentaires et tout ça. Et alors, on arrive au bout de notre rencontre, mais on va terminer par, tu vas me donner la signification de Vitality. Alors Vitality, c'est la contraction de deux mots. Oui. De la vitalité et de la qualité. Pourquoi ? Parce que je suis une personne, et je le sais, et là pour le coup je le dis avec conviction, je suis quelqu'un de dynamique, j'ai beaucoup d'énergie, et ça c'est vraiment quelque chose qui me caractérise beaucoup dans les formations, dans l'accompagnement que je fais, et les retours que j'ai eus d'ailleurs de mes amis et de mes clients. Donc il y a ce côté dynamique, énergie, vitale vraiment qui est là. Et pour moi, qui doit être associé à de la qualité. Donc, c'est pas seulement une énergie un peu folle qui va dans tous les sens, mais quelque chose de très structuré qui avance là où il doit avancer. Et donc, Vitality, c'est vraiment cette jonction entre ce dynamisme et cette vitalité que j'ai avec la qualité que je propose aujourd'hui au niveau de l'approche, de l'accompagnement et des formations qui sont avec mon agence. Ben c'est super. Écoute, Peggy, on va se laisser, mais ce n'est que nos revoirs. Exact. À bientôt, on discutera plus tard un petit peu les retours après de ces voyages. Oui, mais t'inquiète pas, je pense que d'ici quelques semaines déjà, je pense que j'aurai quelques petites annonces à faire. D'accord. Mais effectivement, il y a beaucoup de changements qui arrivent, et c'est vrai que la partie internationale, promet. Okay. Donc, au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, Vika. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à entendre l'extrait du titre Aïe un doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Happy belle qui vous